Bonsoir à toi et bienvenue dans les dimanches des mystères, des célébrités. Il y a des rôles qui ne se contentent pas d'être joués, des rôles qui s'invitent, qui s'installent, qui restent, comme une présence derrière l'épaule, discrète mais tenace. Quand Marion Cotillard accepte d'incarner Edith Piaf, elle ne sait pas encore qu'elle vient d'ouvrir une porte qu'on ne referme pas facilement. Au début, tout est normal. Elle travaille, elle observe, elle écoute cette voix qui semble sortir d'un autre temps. Elle étudie les gestes, les tics, les respirations. Elle plonge dans la vie de Piaf, comme on descend dans une cave ancienne. Une marche, puis une autre, et la lumière disparaît derrière. Et puis, quelque chose change. Un soir, elle rentre chez elle, elle pose ses affaires, elle se regarde dans le miroir, et ce n'est plus tout à fait elle. La posture, le regard, la manière de tenir les épaules. Tout a glissé sans qu'elle s'en rende compte. Sur le tournage, certains le sentent. Marion n'arrive plus en tant que Marion. Elle arrive en tant que Piaf. Comme si la chanteuse avait trouvé un passage, un corps, une voix pour revenir un instant. Les scènes les plus sombres sont les pires. Quand elle joue la douleur, la maladie, la chute, il y a une densité dans l'air, un poids. Une impression que quelqu'un d'autre respire juste derrière elle. Pas un fantôme qui apparaît, non, quelque chose de plus subtil. Une présence qui se glisse dans les interstices. Marion continue. Elle donne tout. Elle se vide. Elle se brise pour être juste. Et plus elle s'approche de la vérité, plus l'ombre se rapproche d'elle. Quand le film se termine, tout le monde souffle. Tout le monde passe à autre chose. Sauf elle. Marion sent encore Piaf. Dans les gestes, dans les pensées, dans les silences. Comme si la chanteuse refusait de partir. Comme si elle avait trouvé refuge dans cette actrice qui l'avait incarnée avec une sincérité presque dangereuse. Alors, Marion voyage. Bora Bora, le Pérou, le Machu Picchu, des cérémonies, du sel, du feu. Elle cherche à se libérer, à couper ce lien invisible. Mais la présence reste. Elle ne s'accroche pas violemment, elle ne fait pas peur, elle persiste. Comme une chanson qu'on n'arrive pas à sortir de sa tête. Une chanson qui ne vous appartient pas. Un jour, elle en parle à un psychologue. Elle lui raconte tout. Les sensations, les impressions. Cette ombre douce mais insistante. Et le psy lui dit une phrase qui glace le sang. Piaf a été abandonnée toute sa vie. Peut-être que vous avez été pour elle un endroit où rester. Marion comprend. Ce qu'elle porte, ce n'est pas un rôle trop intense. C'est une vie qui a souffert. Une vie qui a cherché une voie pour se glisser dans une dernière fois dans le monde. À partir de là, la présence s'estompe. Pas d'un coup. Plutôt comme une silhouette qui s'éloigne dans un couloir. Un pas, puis un autre, jusqu'à disparaître.
Aujourd'hui, Marion coupe immédiatement avec ses personnages. Elle ne veut plus revivre ça. Elle dit que Piaf l'a transformée, mais qu'il lui a aussi appris quelque chose. Une part d'elle a dû récupérer lentement. Alors, est-ce que Marion Cotillard a été hantée? Est-ce que Piaf est revenu un instant porter la force d'un rôle trop vrai? Ou est-ce que l'art parfois ouvre des portes qu'on n'aurait pas poussées? La réponse, elle se trouve peut-être dans une zone où les histoires deviennent vivantes, où les voix du passé cherchent encore un endroit pour se faire entendre, et où une actrice, juste pour un film, a offert à une âme fatiguée un dernier refuge. Et tu sais, certains lieux ont une mémoire. Pas une mémoire qu'on lit dans les livres, une mémoire qui respire, qui observe et qui attend. Le moulin de Dannemois fait partie de ces endroits. Claude François y vivait comme dans un refuge, un endroit où il pouvait enfin souffler, loin du bruit, loin des projecteurs. Mais un soir, quelque chose change. Il voit une femme, une silhouette blanche, debout près du bief, immobile, comme si elle attendait quelqu'un. Elle ne parle pas, elle ne bouge pas. Elle est juste là, dans ce silence qui n'appartient qu'aux vieilles pierres. Claude pense que c'est une illusion, la fatigue, avec les tournées, le stress. Mais la nuit suivante, elle revient, même posture, même endroit, même silence. Alors il en parle à sa sœur, Josette. Pas comme on raconte un rêve, mais comme quelqu'un qui a vu quelque chose et qui ne sait pas quoi faire. Josette l'écoute, elle connaît son frère, elle sait qu'il n'est pas du genre à inventer, et elle sent que cette histoire lui colle à la peau, alors elle fait ce qu'elle peut, elle va à l'église du village, elle prend de l'eau bénite, et elle revient au moulin, elle asperge les portes, les fenêtres, les poutres, la roue à aube, chaque recoin. Claude est là, il regarde, il ne rit pas, il ne plaisante pas, il attend, comme si quelque chose observait la scène derrière eux. Le soir même, il lui dit: elle n'est pas revenue. La dame blanche avait disparu. Josette pense que tout est terminé, que l'histoire va s'éteindre comme une bougie. Mais quelques jours plus tard, Claude doit monter à Paris. Il est fatigué, pressé, il veut réparer une lampe dans la salle de bain du moulin. Un geste banal, un geste du quotidien, un geste qui lui est fatal. Il meurt électrocuté, peu de temps après la disparition de la dame blanche. Josette n'a jamais parlé de la malédiction, jamais de fantôme. Elle a juste raconté ce que son frère lui avait confié et ce qu'elle avait fait pour le rassurer. Une apparition, un rituel, une disparition, puis un drame. Certains disent que c'est une coïncidence, d'autres pensent que la dame blanche n'était pas une menace, mais un avertissement. Une présence venue prévenir, sans pouvoir empêcher. Et cette histoire restait dans les murs du moulin, comme une note suspendue.
Et ce qui est troublant, c'est que Claude François n'est pas le seul artiste dont la vie semble entourée de signes, de coïncidences, de zones d'ombre, parce qu'il y a un autre chanteur, un autre destin brisé, un autre homme qui a laissé derrière lui une aura presque surnaturelle. Mike Brandt. Et quand on regarde leur vie côte à côte, on découvre des points communs qui ne devraient pas exister, des dates, des chutes, des silences, des avertissements qu'on n'a pas compris. Comme si ces deux destins, séparés partout, avaient pourtant été écrits avec la même encre. Maintenant, on peut entrer dans l'histoire de Mike Brandt. Et tu vas voir, le lien avec Claude François est plus troublant qu'on ne le croit. Il y a des destins qui semblent se répondre, même quand les hommes ne se sont jamais croisés. Des vies qui suivent des lignes invisibles, comme si quelqu'un, quelque part, écrivait avec la même encre. Claude François et Mike Brandt font partie de ces histoires-là. Le premier, Coclo, enfant de la Méditerranée. Le second, Mike, rescapé d'une enfance brisée, venu chercher la lumière en France, de trajectoires différentes. Et pourtant, quand on regarde de près, quelque chose dérange. Ils sont nés le même jour, le 1er février. Deux vies lancées sous la même étoile, comme deux bougies allumées par la même main. Ils ont connu la même ascension. Pas une montée lente, pas une carrière tranquille. Non, une explosion. Une lumière trop forte, trop vite, qui brûle autant qu'elle éclaire. Ils ont vécu sous pression. Claude, obsédé par le détail, par la perfection, par le contrôle. Mike écrasé par le succès, par la fatigue, par les cicatrices qu'il porte encore. Deux hommes qui donnaient tout. Et qui s'oubliaient eux-mêmes. Et puis il y a les fins, brutales, inattendues sans adieu. Claude, électrocuté dans sa salle de bain. Mike, chutant du haut d'un immeuble. Deux morts, brutes, comme si le destin avait tiré la prise d'un coup. Mais le détail le plus troublant, celui qui glace un peu, c'est que leurs deux trajectoires s'arrêtent au même endroit. Le 16e arrondissement de Paris. Paris est immense. Des milliers de rues, des centaines de quartiers, et pourtant, leurs deux vies se referment au même point. Comme si la boucle devait se fermer là, précisément. Deux hommes nés le même jour. Deux vies sous tension, deux fins brutales. Deux destins qui s'éteignent au même endroit. Quand on met tout ça bout à bout, on a l'impression que ces deux histoires, séparées partout, étaient pourtant reliées. Une ligne qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. C'était Good Hyper et les dimanches des mystères, des célébrités. À jeudi prochain pour les jeudis de l'étrange. Bonne nuit à toi.